À voix haute, à voix mystérieuse. Étrange disparition. Texte de Jérôme Fouquet. Cette affaire est corsée, comme un bon ristretto qui vous agrippe l'intestin et vous malaxe les tripes jusqu'à ce que vous tourniez de l'œil. François, Lucie et Anthony manquent à l'appel depuis un mois. Ça n'aurait ému personne s'ils n'avaient le même pédigré, appartenant tous au même service commercial de la même entreprise IT Concept, un fleuron technologique de la high-tech made in France. Ces ingénieurs ont développé un système de biométrie faciale qui permet à n'importe quelle caméra de reconnaître un individu qui passerait à moins de 50 mètres. Une prouesse qui lui a valu les louanges appuyées de la presse et le léchage de babines des autorités. J'essaie de jeter mes premières hypothèses sur ces étranges disparitions. Qui aurait intérêt à se débarrasser d'eux ? S'il s'agit d'un concurrent ou d'une puissance étrangère, pourquoi mettre des commerciaux hors d'état de nuire et non directement les ingénieurs qui développent la solution ? Pourrait-il s'agir d'une attaque interne ? J'ai pu observer un silotage marqué entre les départements, dont les responsables sont loin de tirer la couverture du même côté. De là à s'amputer de la main qui les nourrit en dégageant les commerciaux, il y a un gouffre. Ma piste la plus crédible à ce stade me conduit à Michel, directeur commercial, chef d'une équipe de 7 moins 3 vendeurs. Après une petite enquête, l'homme s'avère acariâtre, parfois rustre et brutal. Il ne tolère pas la médiocrité et abhorre par-dessus tout les tirs au flanc. En 35 ans de carrière, ses résultats plaident pour lui, à l'exception de ceux de l'an dernier. Une raison suffisante pour dézinguer 3 subalternes qui ne lui reviennent pas. Ma longue carrière dans la police m'a appris à me méfier des coïncidences. Il se passe quelque chose chez IT Concept et je mettrai toute mon énergie et ma matière grise au service de la vérité. Moi, c'est Mathieu, alias Matt, ou The Brain. Aujourd'hui, j'ai raccroché les crampons de flic. J'ai la conviction qu'aucun esprit humain ne devrait subir autant d'atrocités. Certains dossiers me hantent encore la nuit. Je suis obligé de me lever pour vider un verre de Jameson et calmer cette colère qui gronde. Depuis 2 ans, j'ai viré ma cutie. Je me suis mis à mon compte. J'accepte les affaires qu'on veut bien me confier. Je ne fais pas de pub, je ne démarche aucun client et je refuse régulièrement du boulot. J'avais pourtant la faiblesse de penser, quand j'étais flic, que nous abattions un travail colossal, l'arbre qui cache la forêt. En réalité, la maréchaussée écope le bateau troué de l'humanité à coups de cuillère. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on m'appelle pour des affaires de vol crapuleux, de meurtres sordides ou de viols turpides. Celui qui m'a appelé, c'est Thomas, un des 4 commerciaux qui embauchent encore chez IT Concept. Il s'inquiète pour ses collègues dont 2 sont des amis. Il a appris mon existence grâce à une amie de ma tante. Il a placé ses espoirs en moi, m'a déjà versé un petit acompte de 1 000 €. Je vais tout faire pour ne pas le décevoir. J'ai commencé par me faire recruter dans l'équipe d'entretien qui intervient dans le grand bâtiment où IT Concept partage des locaux avec d'autres entreprises. Ça me permet d'être au contact des salariés, de glaner des infos à la machine à café, d'observer les comportements ambigus à travers les cloisons vitrées des open space ou des salles de réunion. Pour l'instant, je dois avouer que je suis aussi sec qu'un verre de muscadet que je m'envoie par rasade pour supporter les longues soirées d'hiver. L'alcool est devenu pour moi, au fil des ans, le seul calmant acceptable. Anthony a disparu un jeudi vers 15 h pour honorer un rendez-vous professionnel. Aucun de ses clients n'a pourtant confirmé avoir planifié de le rencontrer ce jour-là. J'ai fait un saut chez sa gardienne, une certaine Annabelle, longue et serrée comme un pylône électrique. Sauf que, dans son cas, je doute que le courant ne passe à tous les étages. Elle m'a affirmé ne pas avoir revu Anthony depuis sa disparition. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Pour elle, les locataires vont et viennent dans le moulin de la vie. Elle se garde bien d'en savoir plus. Une fois, elle a cherché à se renseigner sur le ramdam d'une locataire. Elle est tombée au milieu d'une rixe. Elle en a été pour ses frais. Plus d'1 semaine sur un lit d'hôpital avec 10 points de suture, en prime. Habiter Saint-Ouen n'est pas une sinécure. Je lui ai laissé ma carte et un billet de 50 si elle entendait parler de quelque chose avec la promesse de récolter le double si c'était de la nature à m'aider dans mon enquête. Elle m'a gratifié d'une moue contrite, comprenant que l'affaire était sérieuse, puis m'a juré ses grands dieux qu'elle essaierait d'en savoir davantage. L'argent est un bon serviteur. Pour Lucie et François, les circonstances sont les mêmes. Partis tard un soir de semaine, personne ne peut se vanter de les avoir revus depuis. Aucun mot à leur patron ni à leur RRH, qui pour une fois met le mot humain en valeur. Vanessa
est une trentenaire jolie, pimpante, avare ni de sourire ni de bonne humeur. Quand on évoque le drame, elle se referme, mâchonne plus vigoureusement son chewing-gum, puis balaie le problème en évoquant un concours de circonstances et la coopération la plus totale avec les services de police pour avancer dans l'enquête. De mon côté, j'ai sorti les mains de mes poches, orchestrant une petite tournée des hôpitaux et des morgues aux alentours d'Issy-les-Moulineaux où sévit IT Concept. Étrangement, aucune trace des 3 employés. J'ai contacté les membres de leur famille, tous inquiets, et dans l'expectative d'une mauvaise nouvelle, la police d'Issy-les-Moules, visiblement sensible à la psychologie, leur ayant laissé un espoir de réapparition proche du néant. Ce matin, j'ai émergé aux aurores au siège de la boîte, l'occasion d'un petit tête-à-tête avec Isabelle, l'assistante de Michel, avec laquelle j'ai sympathisé. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, et je compte sur cette entrevue pour avancer. Je touille machinalement mon ristretto en contemplant cette soixantenaire dont le teint blême est à peine rehaussé par la lumière blafarde qui descend de la grande barre de néon de la salle de repos. Ambiance intimiste, prompte aux révélations. J'ai décidé de jouer crânement ma chance en lui soumettant mon hypothèse sur ces étranges disparitions. C'est un risque, car elle pourrait prendre grief qu'on soupçonne son chef de malfaisance. Je lui expose ma théorie, huilée à la technique des petits pas. Elle m'écoute attentivement, puis arque un sourcil incertain avant de lâcher un rire tonitruant. « Impossible que Michel soit mêlé à ça, me dit-elle. Il part à la retraite dans 6 mois. Il n'a plus rien à attendre de cette boîte. On lui fait un gros chèque pour dégraisser. Il doit choisir lui-même son remplaçant au sein du service commercial. » Le mobile vient de me tomber sur le coin de la figure dans un panier garni avec en prime 4 suspects. Comme mon expérience me l'a appris, un peu d'obstination et de patience n'ont jamais fait de mal pour remettre une enquête qui patine sur la bonne voie. Je décide de pousser ma chance un peu plus loin et apprends que l'heureux élu sera choisi selon des critères de notation interne. Chaque fin d'année, le comité de direction évalue les vendeurs et leur colle une note de 1 à 4. Un 1 signifie l'incompétence, c'est en général rare et synonyme de blâme pour celui qui est concerné. À l'inverse, le 4 veut dire que le commercial est un demi-dieu, ce qui n'arrive jamais non plus. La plupart du temps, les notes aussi de 2 à 3, avec de belles nuances comme à l'école primaire, des 2+, 2++ ou 3-. Il ne me reste plus qu'à vérifier le mieux placé dans la course au poste de calife. De 2 choses l'une, soit il s'agit du coupable, soit de la prochaine victime. Et je sais parfaitement auprès de qui m'adresser pour glaner cette information. Vanessa prend son café sur les coups de 10 heures, pas dans le genre à se faire violence le matin. Elle arrive souvent la tête dans le coltard, et il lui faut un double latte et 2 chewing-gums avant d'émerger et d'endosser le rôle de la gentille responsable des ressources humaines qui œuvre au bonheur des salariés de son entreprise. C'est le bon moment pour l'accusateur. Profitez que votre témoin n'ait pas toutes ses capacités pour lui arracher les vers du nez, me répétait mon instructeur à l'école de police. Cette maxime m'a permis au milieu de ma carrière de pincer un ambitieux dealer de drogue qui dort toujours en prison. Je prêche le faux d'emblée auprès de la RRH pour récolter le vrai. J'affirme avec force que c'est Laura qui est la meilleure vendeuse. Vanessa me contredit en pointant Aziz qui a reçu les meilleures notations sur les 4 commerciaux restants. Quand j'évoque la suite du classement, je sens qu'elle se tend comme un vieux ressort, mâchouillant son chewing-gum avec une plus grande frénésie. Je décide d'abandonner la RRH à son brouillard matinal. J'ai l'information que je veux, et je ne veux pas éveiller des soupçons quant à la nature de mes vraies activités. Mon plan prend une forme cristalline. Mettre en place une discrète filature sur le champion du commerce et attendre de voir ce qu'il en résulte. Mais entre-temps, je dois récurer les toilettes, remettre du papier pour l'imprimante, réapprovisionner la machine à café en gobelet plastique. Je ne sais pas combien ils en flinguent chaque jour, mais une chose est sûre, ce n'est pas pour demain qu'IT Concept gagnera le prix de l'entreprise la plus écolo. La journée coule toute seule. Je trouve un plaisir inattendu à la récurrence de ces tâches ingrates qui reposent le cerveau. Mon esprit a tout le loisir de digresser vers de nouveaux chemins. Ce monde est décidément très écœurant. La compétition exacerbée que s'y livrent ces protagonistes prêts à tout pour écarter leurs rivaux m'apparaît comme surréaliste. Je sais maintenant que je ne ferai aucun cadeau à l'enflure qui a éliminé ses concurrents dans une course macabre au pouvoir et à l'argent. Sur les coups de 20 heures, je sens un frémissement sur le bureau de ma cible. Il range son sac, tirant le rideau sur sa journée de travail. Je suis prêt à me glisser dans son sillage quand Thomas m'intercepte dans le couloir des toilettes à l'autre bout de l'open space. Il veut bien sûr avoir des miettes de mon enquête.
Je l'attire dans une salle de réunion vacante en face des latrines pour éviter d'attirer l'attention. Je lui sers un honnête bobard en lui faisant croire que je soupçonne toujours Michel. Après tout, il est désormais dans ma liste de suspects. Et bien qu'il m'ait recruté, je ne suis pas encore sûr de pouvoir lui faire totalement confiance. J'entrevois à l'espace d'une seconde une lueur glaçante à travers sa pupille. Il pose une main charnue sur mon épaule, exerçant une légère pression sur mon col de chemise qui m'enserre la nuque. Thomas est un beau bébé, dans le genre sportif qui ne maîtrise pas sa force. 90 kilos d'os et de muscles que je préférerais ne pas voir en action. J'ai subitement un doute. Devine-t-il que je lui mens? Quelles sont ses intentions? Il m'avoue ne pas dormir, se faisant un mauvais sang pour ses collègues. Je sens un accent de vérité dans cette confession. À moins qu'il ne soit prêt pour auditionner pour le prochain film de Polanski. Je sors sur le palier pour constater qu'Aziz a pris ses clics et ses claques. Une occasion de perdue. Je claudique vers la grande baie vitrée à l'extrémité du coin des commerciaux et jette machinalement un coup d'œil à la passerelle du tramway qu'on peut apercevoir à travers la vitre. Mon œil tique sur le sac à dos bleu, agrémenté d'un aigle blanc et rouge. Je fonce vers l'issue de secours, accélère l'allure dans l'escalier en me cramponnant à la rampe pour éviter de me refaire l'omoplate gauche, fragilisé par ma dernière escapade au ski. Quand j'atterris enfin à la station, c'est pour accompagner des yeux le départ du tram. Je peste contre mon manque de chance. Pour une première filature, ce n'est pas très brillant. Un bruit attire alors mon attention. Une jeune femme sur le quai opposé qui hurle dans son téléphone, qu'elle a eu la bonne idée de mettre en haut-parleur afin que tous les voyageurs puissent en profiter. Je la dévisage quelques instants. Elle représente l'archétype de la businesswoman qui passe ses nerfs sur son personnel de maison après une longue journée à âner sur une série de chiffres inintéressantes. Elle vocifère des ordres pour le dîner des enfants à un factotum qui ponctue ses ruades de « Oui, madame » et « Bien, madame », le prix à payer pour s'occuper du foyer d'une hystérique en tailleur. Mon regard glisse sur le côté et le visage d'Aziz m'apparaît. Il ne me voit pas, les yeux aimantés par son téléphone. Je me rue sur le quai d'en face en traversant le petit passage à niveau juste derrière la nouvelle rame qui vient de s'arrêter pour déposer et récupérer son flot de voyageurs quotidiens. 7 stations plus loin, nous marchons en direction de Suresnes. Nous descendons une colline pentue pour obliquer le long du national bordant les quais de Seine. Aziz continue d'avancer sans prendre garde à son nouvel ange gardien. Je parviens à maintenir une distance convenable comme je l'ai si souvent pratiqué durant mes glorieuses années d'enquêteur principal où j'étais prêt à suivre jusqu'en enfer la lie de l'espèce humaine. Je me souviens avoir été semé une nuit par un indique clodo qui empestait tellement la vinasse et l'urine que j'avais doublé la distance de sécurité. Aziz attend que l'enfilade de voitures libère la route qu'il traverse d'un pas serein. Où se rend-il avec autant de tranquillité? Donner à manger à ses 3 prisonniers? Un panneau indique un bar, le Four Seven, en contrebas de la berge. Je descends les quelques marches à mon tour quand mon téléphone a la bonne idée de carillonner. Aziz se retourne. J'ai le réflexe d'enclencher la marche arrière et remonte quelques marches pour quitter son champ de vision. J'attrape maladroitement mon portable, à qui je coupe la chic d'autorité. Mon alarme de 20h30, l'heure de ma conversation quotidienne avec Serena. Je sais parfaitement à quoi je m'expose si je n'honore pas cet appel. Depuis 1 an, je n'ai pas manqué un seul rendez-vous. Cette entorse risque de ruiner tous mes efforts. Je bricole un texto larmoyant que j'expédie au moment où Aziz me surprend en dépassant le Four Seven pour continuer le long de la berge. Il ne semble plus y avoir âme qui vive à cet endroit. Il s'enfonce dans un sentier caillouteux au milieu d'une nuit qui se fait plus opaque, le quart de lune ne pouvant se résoudre à diffuser autre chose qu'un faible halo argenté. Il ralentit l'allure à l'approche d'une péniche abandonnée qui délimite la fin de la berge. Le coin semble désaffecté. Le chemin fistulé par un dédale d'ordures en tout genre, une végétation en friche, un no man's land non recommandable. Que vient faire Aziz dans ce coin pourri? À cet instant, mon téléphone s'agite dans ma poche. C'est Annabelle. Je n'ai pas le choix que de laisser le concierge s'empaler sur ma machine. Le vendeur informatique est à l'arrêt devant le bateau. Il jette un coup d'œil circulaire, comme s'il s'apprêtait à le recouvrir de tags flamboyants. Ce qui ne ferait pas de mal à l'embarcation, ceci dit, celle-ci décrépit par la rouille et l'usure. L'attente se prolonge. Mon pantalon vibre de nouveau. Texto explicite de la gardienne d'immeuble. Du nouveau sur Anthony, rappelez-moi. Je dégaine, pensant naïvement qu'Aziz attend quelqu'un, ce qui doit m'octroyer quelques minutes de répit.
Je tombe des nues quand elle m'annonce qu'il était parti vivre chez sa copine sans prévenir personne, qu'il est entré au bercail parce qu'ils ont rompu. Je commets alors l'erreur de quitter les yeux le vendeur de l'année une poignée de secondes. Il en profite pour disparaître. Où a-t-il filé? Je ne vois qu'une issue possible. J'abrège mon coup de fil avec Annabelle et m'avance à pas feutrer en direction de la péniche. Je n'ai plus le droit de porter une arme. Voilà pourquoi je dégaine ma bombe lacrymo. Un pis-aller qui ne me rassure qu'à moitié. Je suis déjà aux 2 tiers de l'ersatz de passerelle qui mène au bateau, une longue planche en bambou vermoulu quand j'entends un bruit de vaisselle cassée. J'accélère le pas pour me retrouver sur la péniche. Malgré la nuit, je ne vois rien de suspect au pont supérieur qu'une carlingue décatie, un semblant de terrasse avec du faux gazon et une porte menant vers la cabine principale et l'étage inférieur. J'attends quelques instants la bombe bien encapsulée dans ma main droite. Mais rien ne se passe. Ma curiosité me pousse à l'action. À la seconde où je pose ma main gauche sur la poignée, la porte en métal s'ouvre en grand. Une ombre se jette sur moi, percute mon épaule meurtrie, provoquant une onde de douleur qui essaime dans tout mon corps. Je tombe à la renverse, perds le contrôle de mon arme de défense. J'ai le temps de voir un individu cagoulé en jogging, pull à capuche, avant qu'il ne me colle son pied sur la tempe. Je roule sur le faux gazon, ma jambe percute un petit objet rond. Je tends la main et me saisis de la bombe que je pointe vers mon agresseur qui recule d'instinct et saute sur la passerelle. Je ravale ma douleur, me redresse gauchement pour tenter de rattraper le dangereux individu. Il est déjà en train de courir, plutôt svelte et entraîné. Avec mon épaule en vrac, c'est peine perdue de vouloir le rattraper et puis je dois vite secourir Aziz. Quand je pénètre dans la péniche, il est malheureusement trop tard. Le commercial d'IT Concept gît à terre dans une mare de sang. De mauvais souvenirs affluent dans ma tête. Vu sa position, il semblerait qu'il ait été percuté par l'arrière, au niveau du crâne. Je n'arrive pas à lui trouver de pouls et appelle les secours, puis la police, en prenant soin de ne pas divulguer mon identité qui compromettrait ma couverture. Je regagne ensuite la rive. Une fois les sirènes à portée d'oreille, je marche sur un papier collant de couleur jaune. Il est de forme ronde et porte une petite inscription PF20. On dirait un sparadrap. Il a dû tomber de la poche de mon agresseur. Souffre-t-il d'une petite blessure? Je fourre l'indice dans ma poche dans le but de l'analyser un peu plus tard. J'espère sincèrement qu'ils pourront sauver Aziz. Je me sens affaibli et songeur. 3 questions m'assaillent. 1. Serais-je encore en vie sans cette bombe lacrymo bon marché achetée chez l'épicier en bas de chez moi? Les choses ne tiennent parfois qu'à un fil. 2. Qui est cet individu cagoulé? S'agit-il d'un des 3 autres vendeurs en quête de promotion sociale? 3. A-t-il tué les autres, à l'exception d'Anthony? Et où cache-t-il les corps?